Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des partenariats stratégiques de la France en Europe, c'est-à-dire des pays européens, avec lesquels la France entretient des relations militaires privilégiées du point de vue capacitaire ou stratégique. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Lamigeon, journaliste à Challenge, grand spécialiste des questions et des actualités de l'économie et des entreprises de défense, sur lesquelles vous êtes l'un des journalistes de référence en France. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et je signale que c'est une émission en partenariat avec le laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, où on se saisit donc à intervalles réguliers d'un des sujets du LRD pour le traiter en format audio. Et c'est donc une émission co-animée avec Elie Tenenbaum, le directeur du Centre des études de sécurité. Bonjour Elie. Bonjour Alexandre, encore moi. Alors c'est un sujet qui est particulièrement stratégique parce qu'il interroge en fait toute la manière qu'a la France, qui n'est pas unique en cela, de se trouver des partenaires pour avancer sur des projets militaires et industriels conjoints, ce qui les facilite, parce qu'il y a évidemment d'autres cadres qui pourraient permettre la coopération, notamment l'OTAN voire l'Union européenne. Mais on peut dire tout de suite que l'OTAN, c'est évidemment une organisation avec la puissance dominante américaine, ce qui est traditionnellement pas évident pour la France. Et puis c'est aussi une très vaste structure qui permet plein de choses, mais qui complique au contraire d'autres. Et on peut comprendre assez intuitivement que c'est parfois plus facile de développer un char ou un avion à 2 ou 3 pays qu'à 30. Et de l'autre côté, on peut aussi signaler que ça ne se fait traditionnellement pas du tout dans les structures de l'UE, en tout cas jusqu'à récemment. Donc peut-être, première question, Vincent Lamigeon, pourquoi on reparlera de ce qui marche pas, qui ont fait les choses, mais pourquoi c'est jamais dans les grandes structures traditionnelles qui pourraient servir à ça qu'on fait les partenariats de défense et notamment industriels? Eh bien tout simplement parce que la défense est un marché très particulier en Europe et qui a été dès le départ, dès le traité de Rome, assez clairement exclu du champ d'application de l'Union européenne. Il faut rappeler qu'on l'a un peu oublié, mais il y avait une tentative de communauté européenne de défense, ça devait être en 1954 de mémoire, qui avait donc essayé de fusionner toutes les armées par le haut, notamment Benelux, France, Allemagne, Italie. C'était mal connaître le général de Gaulle. Absolument. Et le poids du gaullisme à cette époque-là. Mais même à l'époque, c'était... En l'occurrence, c'est pas de Gaulle qui a mis un terme, mais Pierre Mendès France. Absolument, c'est Pierre Mendès France et le Parlement français, qui, alors que grosso modo les autres parlements avaient dit OK, s'est opposé. Donc en fait, c'est quelque chose avec... La défense a été toujours quelque chose avec lequel les institutions européennes communautaires ont eu du mal. Elles s'y convertissent de façon extrêmement rapide, d'aucuns diraient dans la précipitation, du fait de la menace russe depuis 2014, de l'invasion russe 2022, mais c'est pas quelque chose qui est naturel du tout. Et donc en fait, c'est quelque chose qui est gagné peu à peu, ou qu'ils essayent de gagner peu à peu, sur des prérogatives qui sont avant tout, historiquement, celles des États membres. Et donc c'est une espèce de curseur qui a beaucoup de mal à se placer entre les États membres qui ne veulent pas, qui sont bien conscients qu'il faut communautariser certaines tâches, certains financements, et une communauté européenne, un aspect communautaire, qui aimerait bien récupérer peu à peu des pouvoirs sur quelque chose où elle n'avait pas vraiment de pouvoir. Et donc, c'est pour ça que même le traité de fonctionnement de l'Union européenne prévoyait explicitement une exception de défense. D'ailleurs, c'est un argument qui est régulièrement brandi par la France, et encore récemment par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui, quand il dit sur France Inter « Attention, la Commission, la défense, c'est pas votre boulot », et il le dit quasiment avec ces mots. La Commission européenne, il ne vaut mieux qu'elle ne fasse rien, qu'elle fasse mal en la matière. Il dit quand même quelque chose du fait que, historiquement, l'Union européenne n'a pas de compétences défense et que c'est très récent qu'elle veuille s'en doter. Effectivement, tout ça remonte à Maastricht au moins, c'est-à-dire le moment où le deuxième pilier des actions de la communauté européenne intègre les questions de politique étrangère et de sécurité, mais clairement on dit à ce moment-là que ça restera la compétence des États, c'est-à-dire la partie intergouvernementale de l'Union européenne. Et donc on sent que finalement, pour un certain nombre d'États, ils restent très attachés à ce que la coopération de défense qui peut exister dans l'UE, elle reste sous une tutelle intergouvernementale, c'est-à-dire le Conseil dans le triangle institutionnel de l'Union européenne et pas la Commission. Et c'est ça ce qui change là radicalement avec la nouvelle Commission de cette année, c'est qu'on a effectivement un commissaire à la défense qui est la toute première fois, et donc potentiellement des activités de défense de la Commission, c'est-à-dire sinon supranational, en tout cas du niveau communautaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les institutions, les structures européennes qu'on avait sur la défense étaient des structures intergouvernementales.
l'OCAR, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, c'est intergouvernemental, c'est 6 membres. Hein. Donc c'est pas 27. Carrément hors UE, voilà. l'OCAR. L'Agence européenne de défense, c'est quelque chose aussi d'intergouvernemental, avec un budget, moi je regardais parce que on se dit toujours Agence européenne de défense, 48 millions d'euros en 2024. C'est un budget de fonctionnement. Voilà, c'est un budget de fonctionnement. Donc c'est là qu'on voit que, on n'a jamais mis les moyens, et on n'a jamais mis les moyens parce qu'en fait, c'était pas une compétence. Donc en fait, il n'y avait pas de raison d'y mettre spécifiquement les moyens. Chaque État faisait sa tambouille. La France avec la France, les autres souvent avec l'OTAN, et puis tout le monde vivait très bien comme ça. Et donc, pour résumer les choses, c'est que l'état de nature en Europe, en quelque sorte, sur la question de défense, c'est chacun pour sa gueule, et ensuite, on trouve des exceptions exceptionnelles en fonction d'affinités électives, et c'est de ces affinités électives qu'il s'agit de parler, mais justement, ce serait peut-être intéressant de dire aussi comment ça se fait, parce qu'on peut dire, on reparlera des programmes d'armement, mais il y a des programmes d'armement, c'est les États, c'est les gouvernements qui se disent là on a une vision stratégique. Il y en a d'autres, puisqu'on n'est pas de l'Union soviétique, après tout ce sont des entreprises, certes à capitaux d'État, mais privées. Donc parfois aussi, ils ont le droit d'avoir un peu de libre arbitre sur ces trucs-là et de s'associer. Donc voilà, en gros, comment ça se fait quand il y a un partenariat, en l'occurrence industriel? En gros, c'est quoi la procédure? C'est quoi les différents cas de figure en Europe, quoi? Ouais, vaste programme. Ça dépend des cas. Moi, je constate quand même que pendant très longtemps, il y avait une impulsion politique avant l'impulsion industrielle. Pour la 400M, c'est pas les industriels européens qui se sont mis tout de suite ensemble en se disant on est super copains, on va faire un avion de transport militaire. Il y a une impulsion politique, tout comme à la création de ADS, il y a une impulsion politique. L'Eurodrone, il y a une impulsion politique. Parce que c'est aussi ça, parce que mentionnons que la 400M, donc la fierté des armées de l'air françaises et européennes aujourd'hui, qui marche très très bien. Si on se remet 10 ans en arrière, c'était quand même une galère infinie de surcoûts énormes, une grosse angoisse de est-ce que ça allait marcher, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'acheter aux Américains sur d'étagères, ça coûterait moins cher, ce serait plus simple. Et pour surmonter ces difficultés, c'est bien d'avoir le porte-monnaie d'un État plus que de deux entreprises, quoi. Peut-être, après, si on remonte... Donc si on remet les choses de manière extrêmement basique en regardant sous l'angle du marché, on dit c'est un marché très spécifique avec des acteurs nationaux, donc on a des acheteurs qui sont des États et des armées in fine qui sont utilisateurs, et puis on a des producteurs qui sont des acteurs industriels qui peuvent être en Europe ou qui peuvent être hors d'Europe. Après 45, globalement, on a beaucoup d'acheteurs européens qui achètent américains parce que c'est là où on produit. Progressivement, il y a une BITD européenne qui renaît, ou des BITD européennes qui renaissent sur des segments particuliers. Et donc finalement, c'est ça, la coopération, c'est dire j'ai besoin d'un avion de transport, les Allemands aussi et les Espagnols aussi, après tout, pourquoi on n'achèterait pas le même et effectivement, là on va derrière jouer sur les producteurs. Et les producteurs aussi vont se dire, finalement on fait tous des avions, donc est-ce qu'on va fusionner? Et après il y a la logique de concentration. Donc peut-être comment on voit finalement ces deux choses-là. D'abord le paysage de la convergence des besoins, ce qui est un gros sujet, et ensuite le paysage industriel des producteurs, qui a quand même connu différentes époques, dont une forme de concentration à un moment dans les années 90 qui s'est un peu arrêté après, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, il y a eu quand même pas mal de programmes de défense qui ont été lancés dans les années 90-2000. C'est une époque où on y croyait pas mal. La 400M est un peu l'héritier de cette époque où on y croyait. On se disait, il y a le C-17, il y a le C-130, on aura notre avion de transport européen. C-17, C-130, c'était donc des avions américains. Lockheed Martin, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y a cette phase de rêve, la phase de projet et la phase de désillusion. La phase de désillusion de la 400M, elle a été, Alexandre Jublin l'a dit, extrêmement violente. Enfin, le programme, moi je l'ai suivi depuis quasiment le début, il a failli crever 3 ou 4 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'était un programme d'une complexité absolument phénoménale en termes de technique, c'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, on a voulu faire rentrer un programme militaire dans l'épure d'un programme civil, c'est-à-dire à la fois en termes d'organisation, c'est-à-dire en répartissant de façon très éclatée les charges, notamment sur le moteur, 4 motoristes européens sur un seul moteur, et puis aussi sur l'exigence de délai. On a dit, on veut un avion en 5-6 ans. Voilà. Et donc, en fait, résultat, le programme n'est pas tout à fait terminé. Résultat, il y a eu
peut-être 10, 15 milliards de surcoût. Il y a eu peut-être 7-8 ans de retard. Il y a eu des spécifications sur le nombre de parachutistes qu'on peut déployer, etc., qui ont été tenues avec des années de retard. Et donc, en fait, ça, plus les problèmes de l'hélicoptère d'attaque Tigre aussi, le NH90, autres enfants de cette période où on rêvait un petit peu de programmes européens, toutes ces difficultés-là, les gens s'en souviennent. Et donc, en fait, au moment d'en décider de nouvelles coopérations, on se dit, est-ce qu'on veut vraiment refaire ce qu'on a fait sur la 400M? Est-ce qu'on veut vraiment refaire ce qu'on a fait sur le NH90, dont on parle beaucoup moins parce que c'est un hélicoptère, mais qui avait aussi son lot de problèmes. Et du coup, il y a du tissu cicatriciel qui, aujourd'hui, au moment de lancer qui n'est pas totalement refermé. Moi, je pense qu'il n'est pas totalement refermé. Il y a eu un brusque rebond en juillet 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Il a fait venir tout de suite la chancelière allemande Angela Merkel. Il a voulu lancer plein de programmes en même temps. Il a voulu lancer avions de combat et drones associés, donc le SCAF. Il a voulu lancer le char du futur, MGCS. Il a voulu lancer le programme artillerie du futur, CIFS, qu'on a un peu oublié. Avions de patrouille maritime du futur, MAWS, MAWS. Tout ceci, en fait, en quasiment exclusivement franco-allemand. Et à nouveau, on y croyait. Et à nouveau, on s'est rendu compte que faire de l'européen, faire de la coopération, c'est très compliqué. Alors, l'avantage, c'est qu'on a plus d'argent. Le désavantage, c'est que moi, quand j'en parle aux industriels, ils disent un programme en coopération, c'est plus 30 à plus 40% en coût, en moyenne. Voilà. Quand ça ne dérive pas trop. Parce qu'il y a une espèce de complexité intrinsèque à la coopération qui fait qu'il faudra quand même servir un tel ou un tel parce que l'État a payé, retour géographique, que l'Espagnol, le Français ne sera pas content. Ça veut dire qu'il faut implanter ou en tout cas faire vivre des industries, enfin des entreprises et des sites industriels un peu partout. On ne peut pas tout concentrer, ce qui serait potentiellement la rationalité économique. Absolument. Mais il y a quand même une volonté de faire vivre des territoires qui vivent de ça, quoi. Cas classique espagnol, sur la 400M, assez vite. Nous, on veut bien acheter des A400, mais à condition qu'il y ait des emplois pour nous, juste retour géographique. On n'a pas de plus-value particulière industrielle, technologique, mais si on n'a pas des emplois, on n'achètera pas. Donc, on va se mettre à découper la chaîne d'assemblage pour la faire assez vite, effectivement. Et donc là, toutes les économies d'échelle d'un programme en coopération, on le perd. Donc ça, c'est... Les Espagnols disaient, on a déjà fait des avions de transport militaire, les petits CASA. Le truc, c'est qu'ils ont probablement sous-estimé la différence entre faire un petit CASA et un gros A400M, avec des hélices contre-rotratives, avec c'est une espèce de Frankenstein des avions. Enfin, on lui demande de faire beaucoup de choses, et il les fait bien. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a payé et qu'est-ce qu'on a attendu pour y arriver? Voilà. Et effectivement, cicatrice pas totalement refermée. Donc, quand on rediscute de programmes européens, il y a toujours cette méfiance de dire est-ce qu'on n'est pas reparti dans une usine à gaz? Est-ce qu'on n'est pas reparti dans quelque chose qui va finalement arriver à quelque chose qui est une coopération européenne pour faire de la coopération, en oubliant la base qui est quand même le besoin des armées clientes. Et ça, c'est l'autre risque que moi j'ai identifié depuis plus de 15 ans que je traite la défense, c'est que parfois, on a tendance à dire il faut faire de la coopération pour dire on coopère. Et on oublie qu'on coopère au profit d'un client final, deux clients finaux, et que leurs besoins opérationnels, peu à peu, au fur et à mesure des années, on l'oublie. Ça devient quelque chose de secondaire. Mais ça, c'est magnifique, c'est la promesse européenne. On fait du commerce, on fait des trucs ensemble, et naturellement, on va converger vers le meilleur des mondes. Enfin, c'est vraiment la promesse européenne, c'est que par l'économie et les échanges et l'interdépendance, arrive une communauté politique, et voilà. Donc c'est normal que ça fonctionne comme ça. C'est vrai. C'est le rêve européen qui se heurte au mur des réalités régulièrement, mais qui fait marche arrière et qui repart. Mais c'est vrai, se heurte aux spécifications techniques des ponts de commande. Ouais. Ça, c'est vrai. Non, mais ça, il y avait plusieurs points donc que je retiens. Le juste retour, donc ça, on perd effectivement. Finalement de la main gauche on gagnait de la main droite en disant on va acheter tous ensemble mais en même temps on va produire aussi tous ensemble donc voilà. Il y a le deuxième point qui est la surspécification, c'est-à-dire ce que moi j'appelle des fois le narcissisme des petites différences. Les Français ils veulent un canon comme ça, les Allemands hors de question, eux ils ont une tradition sur le 20 mm ou le 30 et puis donc on va changer et donc tout de suite, on va commencer à encore une fois perdre ces économies d'échelle qui étaient finalement l'objectif final. Et donc, ce que vous nous dites, c'est qu'à la fin, on a des programmes qui sont plus chers
et qui arrive en retard. Absolument. Voilà. L'exemple du moteur de la 400M, qui s'appelle le TP400, il était assez saisissant. Le TP400, donc 400 parce que c'est la 400M, 4 motoristes impliqués. 2 gros, Safran Rolls-Royce, un français et un britannique, 2 un peu plus petits, l'allemand MTU, l'espagnol ITP. Et la façon dont était découpée la conception, le développement, la fabrication de ce moteur faisait que finalement c'était quasiment du 25, 25, 25, 25. Voilà. On s'est rendu compte que certains n'avaient pas les qualités, les compétences qui étaient promises. Il a fallu renégocier, ça a duré des années, pour que finalement ce soit Safran et Rolls-Royce qui récupèrent, on va dire, une co-maîtrise d'œuvre de ce programme. Voilà. Exactement ce qu'on voit sur le SCAF en ce moment. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, le problème, c'est que moi, je me souviens... Le SCAF, le système de combat aérien futur, où il y a plein de monde, il y a notamment Dassault Airbus et d'autres, théoriquement, et qui est l'enjeu, on en reparlera, mais d'une lutte de pouvoir gigantesque. Bon, par ailleurs, parce que Dassault et Airbus se détestent pour d'autres raisons. C'est très consensuel. Il y a peu de sujets en Europe aussi évident que la culture d'entreprise antagoniste des deux. Voilà. Et du coup, c'est à chaque fois, parce que tout ça, en plus, c'est des contrats à renégocier, donc il y a toute la paperasse réglementaire qui remet un coup à chaque fois qu'il faut changer quelque chose, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a une force d'inertie. C'est-à-dire que Tom Enders, le patron d'Airbus, un peu avant de partir, avait dit finalement, sans le dire aussi directement que je vais vous le dire, mais il avait sous-entendu que finalement Dassault n'avait pas totalement tort sur le fait que c'est quand même bien d'avoir un leader industriel et des sous-traitants à côté, que c'est quand même plus facile de faire un équipement dans les temps et dans les spécifications quand on le fait à 2 que quand on le fait à 5. Hein, ça, c'était évidemment le traumatisme à 400M. Et donc, on avait l'impression que tout ça avait été compris, retenu par les décideurs européens, mais aussi ceux des États membres. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de force d'inertie quand même, à chaque fois, de dire, oui, bon, certes, on vous avait dit qu'on va accepter un maître d'œuvre, mais finalement, moi espagnol, certes, il y a Airbus Espagne, mais il y a aussi Indra, mon Thales à moi, que je veux que vous fassiez monter en compétences. Les Espagnols vont dire, MTU, il est hors de question de les mettre en dessous de Safran, je veux une JV qui soit 50% MTU, 50% Safran, sinon je ne signe pas. JV, c'est donc une joint venture. Joint venture, une co-entreprise. Ça, c'est véridique, c'est sur le moteur du SCAF. Donc en fait, on se rend compte que, quand bien même on sait exactement quels sont les ingrédients qu'il ne faut pas réunir dans la recette, il y a quand même quelqu'un à un moment qui va les remettre. Voilà. Et ça, c'est très, très, très compliqué de tourner la page de ces réflexes qui sont des réflexes qui ont 20, 30, 40 ans. Et on se rend compte que sur l'Eurodrone, sur le SCAF, sur la MGCS, donc le char du futur, c'est pareil, on fait encore 4 quarts. Hein, c'est le 4 quarts des blindés. Donc on va avoir Rheinmetall, on va avoir KNDS France, KNDS Allemagne, et Thales. Chacun avec leur armée de sous-traitants, de spécifications, de relations plus ou moins simples avec leurs gouvernements nationaux et les politiques qui s'en mêlent et les échéances électorales. Et c'était intéressant parce que KNDS a été créé, 50% KMW, groupe allemand, familial, 50% Nexter. Donc à l'époque, c'était bien, c'était 50-50, France-Allemagne, à peu près la même taille de boîte, etc. Et on dit, dans la dot de la mariée, on met ce programme MGCS pour faire vivre, pour lancer cet Airbus des blindés, comme on l'appelait à l'époque, et on l'appelle toujours un peu comme ça. Et 2 est devenu 4 au bout de 5-6 ans. Voilà. Et si ça se trouve, si on fait rentrer les Italiens, ça va devenir peut-être 5. Si on fait rentrer, je ne sais pas, les Suédois, les Polonais, etc., ça va devenir 6-7. C'est ça le risque, c'est qu'en fait, il y a une inertie qui amène toujours à les mêmes réflexes. Et ça, comment en sortir, c'est une vraie question. C'est-à-dire que plus on augmente le nombre d'acheteurs, le nombre de producteurs a tendance à augmenter plus vite que le nombre d'acheteurs. Parce que l'acheteur ne veut pas acheter quelque chose à l'extérieur sans que ça bénéficie à sa BITD. Je pense que c'est assez illusoire. Voilà. Et on peut dire, il y a un truc, l'éléphant in the room, quoi, de tout ça, qui est que par ailleurs, en Europe, on est tous dans l'OTAN, et que dans l'OTAN, il y a aussi les États-Unis. Et que les États-Unis, c'est quand même les premiers, je sais pas si, oui, sans doute les premiers fournisseurs d'armes au pays de l'OTAN, et que donc à toutes ces tentations, tous ces projets de faire des trucs ensemble, il y a aussi toujours la possibilité d'acheter un truc sur étagère qui peut-être coûterait moins cher, pose des questions de souveraineté, mais peut coûter moins cher qu'un programme qui se passe mal, et plus ou moins garanti, et en plus on satisfait le grand partenaire américain avec potentiellement des choses associées. Donc comment est-ce que ça marche en quelque sorte quand il s'agit de lancer des coopérations en Europe, quoi ?
Et ben pendant longtemps, c'était quand même le partenaire américain prioritaire. Je parle sur toute l'Union européenne. Et puis, la coopération européenne était quand même pas la règle, elle était un peu l'exception. Hein, voilà. Moi, j'ai ramené avec moi un fichier que j'aime beaucoup, je regarde tous les ans. C'est le document sur les exportations d'armement du think tank suédois SIPRI. Voilà. Donc, c'est exportation et importation d'armement. Et donc, alors, les chiffres sont critiquables, la méthodologie aussi, mais ça donne une idée. Et quand on regarde, en fait, sur les grands importateurs d'armement, qui sont leurs premiers clients en Europe. Royaume-Uni, c'est donc le premier fournisseur. Les États-Unis, 89%. Ça veut dire 89% des importations d'armement du Royaume-Uni viennent des États-Unis. Les Pays-Bas, il faut le relire 2 fois pour le croire, c'est 99%. La Norvège, 89%. La Pologne, c'est 45% parce que la Corée du Sud, avec le gros contrat il y a 2 ans, est arrivée à 34%. L'Italie, c'est 95%. L'Allemagne, 63%. Donc en fait, on voit bien que... La France, juste par curiosité. La France est à 20%. Voilà. Et donc en fait... 20% de ces importations sont américaines. Sachant encore une fois que dans l'acquisition, les acquisitions françaises d'armement, l'importation pour nous est plutôt faible parce qu'on achète chez nous et donc on n'importe pas. Donc c'est une des incompréhensions qu'il y a eu sur ces chiffres-là ces derniers temps, notamment à la suite du rapport Draghi, où effectivement il confondait la part américaine des importations et la part américaine des acquisitions de défense. Donc là, c'est bien la part américaine des importations. Mais ça donne une idée du degré de dépendance qu'il y a pour certains pays européens qui ont toujours vu dans Washington, en fait, le parapluie militaire dont ils ont besoin. Et donc, en fait, quand on dit que la défense est un marché comme les autres, c'est pas vrai. Quand on passe une commande d'armement, c'est la plupart du temps, on n'achète pas seulement un armement, on achète une protection militaire. Cette protection militaire en Europe, pendant très longtemps, je ne sais pas si ça va continuer avec Trump 2, ça a été les États-Unis. La France est incapable de proposer, à part peut-être à la Grèce, une protection qui est jugée crédible par un autre État. Ça, c'est un chantier. Ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Avec peut-être cette exception de la Grèce, qui est un cas particulier. Mais tout ça pour dire qu'on part d'une situation où l'allié américain est absolument incontournable et où, quand on parlait de défense européenne, quand on parlait de partenariat européen, de partenariat industriel, pour certains pays, c'était, mon Dieu, vous voulez mettre les États-Unis dehors, et nous, c'est ton assurance vie. Donc en fait, la position française qui était de dire souveraineté, autonomie stratégique en Europe, elle a toujours été minoritaire parce que la BITD française, la base industrielle technologique de défense, elle est assez complète, pas totalement, mais elle est assez complète. On peut vivre en relative autonomie pendant assez longtemps, à part sur quelques équipements, les catapultes du Rafale, quelques avions AWACS, etc. Ce n'est pas le cas de la plupart de nos alliés. Et donc, quand on leur dit il faut faire de l'européen, ils ont cette tension entre se dire effectivement mettre tous les œufs dans le même panier américain, c'est pas prudent, mais le moindre des gestes que je peux faire vis-à-vis de l'allié américain, qui pourrait lui sembler comme une espèce de prise de distance pour faire de l'européen, peut être mal compris et je peux me retrouver un peu Grosjean comme devant. Voilà. Et donc, là, il va falloir voir avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche pour la seconde fois, qu'est-ce qui prend le lead ? Est-ce que c'est l'approche transactionnelle d'États européens qui dirait Trump c'est un homme d'argent, donc je vais lui amener l'argent nécessaire pour qu'il reste et qu'il me protège toujours ? Ou est-ce que, on va dire, ce Trump-là, il n'est pas fiable, les États-Unis ne sont plus un allié suffisamment fiable pour que je m'appuie à 100% sur eux, je vais repousser sur le côté européen. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Ça va être intéressant de voir. Ça peut être un mix des deux. Alors maintenant, si on peut peut-être passer à une sorte de tour d'horizon de ces partenariats, de ces relations, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pour la France, alors évidemment, on ne va pas faire pour chacun, mais en tout cas pour les partenariats stratégiques de la France, on commence par évidemment le gros morceau, même si on a déjà défriché les choses, c'est évidemment l'Allemagne, avec énormément de projets qui ont été impulsés en 2017, il y en a d'autres qui les prédatent très largement. Voilà, s'il fallait faire un encéphalogramme ou de la relation de défense franco-allemande, en tout cas de ces partenariats-là, aujourd'hui, donc début 2025, est-ce que le patient se porte bien ? Moi, je dirais que c'est un encéphalogramme assez plat. Il
il y a eu donc, je le disais il y a quelques minutes, en juillet 2017, une volonté de faire vraiment beaucoup de programmes franco-allemands de façon quasi exclusive vis-à-vis des autres pays. C'était aussi peut-être une réplique au tremblement de terre du Brexit où on avait beaucoup misé avec les Britanniques. Bon, ils s'en allaient, ils avaient clairement un autre agenda. On s'est dit, il faut qu'on trouve à nouveau un meilleur ami et qu'on a dit, l'Allemagne a de l'argent. En gros, nous, on a les compétences françaises. Je pense que c'est aussi ça qui a été un petit peu dans l'esprit de l'Élysée au moment de cette signature-là. On va réussir à prendre leur pognon, à faire un truc qui nous convient. Voilà. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, exactement. Une perception française, qu'il y a toujours une sorte d'avantage comparatif français dans le domaine défense, et que finalement c'était un champ de coopération voulu par Paris parce que dans lequel le déséquilibre économique à la faveur des Allemands dans le champ de l'économie traditionnelle, il semblait moins marqué dans le domaine industrie et défense. Absolument. Alors, ça s'est pas révélé forcément le cas, mais voilà. Absolument. Et donc, quand on regarde, le patrouille maritime, ils ont pris des P-8 américains, donc le programme MAUS terminé. L'artillerie, on n'a pas beaucoup parlé de l'artillerie, hein. C'était quand même quelque chose d'important, c'était le successeur du César, PZH 2000, etc. Repoussé 2045. 2045, ouais, voilà. Il y avait aussi d'autres choses autour du Tigre, l'hélicoptère d'attaque, nouveaux missiles, le modernisé, ce qu'on appelle le Tigre Mark III. Bon, les Allemands sont partis, on est resté avec les Espagnols, et puis finalement, on n'a pas d'argent, on va le faire vraiment à minima, c'est même pas un Mark III, c'est Mark 2, 2.1, voilà. Le Tigre, si je peux me permettre, pour ceux qui n'ont pas tout à fait en tête, parfait exemple des ambiguïtés d'un programme commun, c'est-à-dire les Allemands ont toujours voulu le Tigre pour faire des missiles anti-chars si les chars russes, dans nos mentalités pacte de Varsovie, si les chars russes débarquent, il faut avoir un hélicoptère d'attaque pour tuer les chars ennemis. Les Français ont toujours plutôt vu ça comme un truc de contre-insurrection. C'est comme ça que ça a marché, que ça a été utilisé, et très très bien utilisé, notamment au Sahel. Et du coup, quand il s'agit, les malentendus durent un certain temps, mais il y a un moment, quand il s'agit de faire évoluer le truc, il y a un moment où la divergence a fini par apparaître un peu quand même. Ouais. Même si, encore une fois, ça c'est des sujets, on l'a eu sur les blindés, le VBCI, les Français qui voulaient pas de chenilles, les Allemands qui en voulaient du lourd versus du pas si lourd pour les Français. La question se pose sur le MGCS aussi. Mais finalement, moi, des fois, j'essaie de rappeler que à la fin, on a des performances qui sont débattues avec les avantages des inconvénients et vice-versa pour chaque matériel. Mais la performance stratégique et même opérationnelle des armées, on peut dire ce qu'on veut du Rafale qui est sans doute bien meilleur avion, qui est un bien meilleur avion que l'Eurofighter. J'ai envie de dire, le résultat de Barkhane ou même d'Harmattan n'aurait pas été fondamentalement différent avec l'un ou l'autre. Et des fois, on a l'impression que finalement, ces tropismes d'armée, de culture opérationnelle sont surjoués pour aussi défendre des champions nationaux. Je ne sais pas comment vous le sentez là-dessus, mais on a l'impression que des fois, il y a une exacerbation de ces spécifications et besoins opérationnels. Absolument, on ne peut pas faire une opération si on n'a pas cet aspect-là. C'est vrai que des fois, on a l'impression que aussi du côté de l'expression de besoin, il y a des œillères. Il y a longtemps eu une fascination pour la technologie, en se disant que c'est la technologie qui gagnait les batailles. Et puis il y a eu autre chose aussi qui est les fiertés nationales. Il n'y a pas forcément, sur le Rafale, c'est un bon exemple, il n'y a pas beaucoup de pans industriels qui marchent aussi bien que les usines d'assaut de Mérignac, enfin toutes les usines en France, Thales, Safran, etc. C'est une des rares raisons de se réjouir sur l'état de l'industrie française. Il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel dans la fierté qui est mise dans cet avion, à l'inverse de tout le bad buzz qu'il y a eu pendant 10-15 ans auparavant, où on lui tapait dessus. Maintenant c'est devenu le symbole de la France qui gagne. Donc effectivement, il y a deux sujets. Il y a le sujet, est-ce que parfois on ne surestime pas l'apport technologique, et donc ça participe à la complexité de tous ces programmes européens parce que chacun veut son petit truc nice to have. Par exemple sur le A400M, pouvoir parachuter autant de parachutistes, honnêtement ça va jamais servir, très probablement. Et pourtant c'était la spécification qui a pris des années à être développé. Voilà. Le vol à très très basse altitude, la 400M peut voler, je sais pas, à quelques dizaines de mètres d'un terrain avec des montagnes, etc. Est-ce que vraiment, je sais même plus le pays qu'il avait demandé, mais est-ce que vraiment il va l'utiliser ? Et la réponse est clairement non.
Donc parfois, c'est vrai que l'Europe a bon dos aussi. Il ne faut pas aussi oublier que dans la complexité dont on parlait sur les programmes européens, il y a aussi la complexité qui est amenée par les États membres, dont chaque DGA ou autorité d'utilisation, armée de terre, armée de l'air, etc., a des demandes qui sont parfois antagonistes, qui sont trop complexes, qui sont clairement quelque chose parce qu'ils ont vu chez les Américains ou les Sud-Coréens ou n'importe où, et qui du coup participent à... C'est pas que la mutualisation des moyens, c'est aussi la mutualisation des erreurs de conception voilà. qui sont mises en commun dans un beau programme. Voilà. Alors peut-être, j'imagine qu'on reparlera de l'Allemagne, mais peut-être pour parler d'un autre partenaire dont toute la question est d'ailleurs de savoir s'il est européen, c'est évidemment la Grande-Bretagne avec qui on avait, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'espoir, traité de Lancaster House en 2010, etc. Et puis évidemment le Brexit. Et puis là de nos jours, on voit que ça se passe pas si bien avec l'Allemagne et que c'est compliqué et que les Anglais ils étaient quand même vachement sympas quand ils étaient là. Et puis peut-être qu'ils veulent se rapprocher un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses encore qui bougent? Et si oui, quelle est l'ambiance? Oui, moi je sens qu'il y a une espèce d'attirance pour l'allié britannique. Mais ça c'est parce que la nature a horreur du vide. Si jamais le flacon se vide côté allemand, il va se remplir côté britannique, et c'est des effets de curseur comme ça qui bougent très rapidement. Mais ce qui est vrai, c'est que la vraie différence entre la coopération franco-britannique et la coopération franco-allemande, c'est quand même il y a une grande proximité des armées et de l'industrie entre la France et le Royaume-Uni. C'est des armées moins complémentaires mais plus proches. C'est des marines assez proches en termes de taille, de compétences, c'est de puissance nucléaire, c'est des gens qui savent faire de l'expéditionnaire, c'est des gens qui n'ont pas peur d'envoyer des soldats au combat. Enfin, voilà, l'Allemagne, pour des raisons qui sont propres, répugne à le faire et répugnera très probablement longtemps à le faire. Voilà. Donc c'est plus compliqué de faire un équipement avec quelqu'un qui n'a pas forcément vocation à l'utiliser, quand on a une armée qui a vocation à l'utiliser et qui veut l'utiliser. Voilà. Donc moi je pense que effectivement la défense ayant longtemps été et étant toujours essentiellement un sujet non communautaire mais on va dire intergouvernemental, oui, il y a beaucoup de choses à faire avec les Anglais. Il y a des choses qui continuent à se faire. On regarde sur MBDA. MBDA est une boîte qui marche très bien avec MBDA, le grand missilier, donc les Aster, tout ce qu'on veut, les MDCN, les Scalp, etc. Boîte franco-britannico-italienne, parce qu'il y a Leonardo aussi dedans. Et allemande aussi maintenant. Et allemande aussi maintenant dedans, parce qu'ils font les Taurus aussi. Surtout franco-britannique au départ, dans son cœur d'ADN, et puis après, effectivement, avec des... Et c'est quand même quelque chose qui marche. Là, on prépare avec eux, alors il va falloir voir si ça se signe, mais le futur du missile anti-navire, donc le successeur de l'Exocet, du Harpoon, et le futur missile de croisière, donc successeur du Scalp Storm Shadow, c'est un énorme programme. Ça, on le fait avec les Britanniques. Alors, est-ce que ça va se faire? Je pense qu'il serait bon que ça se fasse parce que c'est aussi ce qui va faire se développer MBDA ou péricliter MBDA. Il y a aussi le canon de 40 mm qui est fait entre Nexter, qui est NDS France et BAE. Qui est quelque chose qui marche. Canon de 40 mm sur les blindés. Et puis, non, mais il y a aussi quelque chose dont on parle peu, mais il y a une coopération très proche sur la dissuasion, qui prouve quand même une intimité stratégique qu'on n'a pas avec les Allemands. Il y a une installation, un centre d'expérimentation et de simulation sur le nucléaire qui s'appelle EPUR, qui est franco-britannique. Il faut quand même se faire confiance pour partager des données, partager des équipes sur ce sujet-là. Alors, de ce que je comprends, on ne partage pas tout à fait des données, mais on partage des installations et chacun nettoie derrière lui avant de laisser la place aux voisins. Mais effectivement, il y a un degré de confiance qui est pratiquement unique, entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis on parle d'industriel, mais il y a l'opérationnel aussi. On ne parle jamais de la CJEF, la Combined Joint Expeditionary Force. C'est une force expéditionnaire franco-britannique de 10 000 militaires qui est déployable à tout moment, qui est opérationnelle depuis plusieurs années. Et là, c'est des gens qu'on peut envoyer vraiment avec un court préavis. C'est pas la brigade franco-allemande où vous aurez des caveats, des limites d'emploi pour les membres français de la brigade franco-allemande et les membres allemands. Même si le cynique vous dira qu'on n'a pas plus employé la CJEF que la BFA, et pour des raisons différentes sans doute, mais là aussi, il y a quand même, malgré tout, pour avoir un peu travaillé sur le franco-britannique, un bilan
qui est quand même en demi-teinte, y compris sur Lancaster House, parce que Lancaster House, lancement d'un premier FCAS avant le SCAF franco-allemand. Donc d'un projet d'avion de combat. Un premier projet d'avion de combat avec drone de combat, etc., extrêmement futuriste. Donc 7 ans avant Aix-la-Chapelle et la relance franco-allemande, on avait eu une relance franco-britannique qui mettait déjà le même type d'objet dans la boucle. On a des choix britanniques capacitaires sur leur porte-avions, sur le F-35B notamment. Enfin bon, un certain nombre de choses qui ont de fait créé des décisions, des chemins capacitaires qui font que c'est quand même pas forcément toujours simple avec les Britanniques aujourd'hui de trouver les projets communs. Parce que mentionnons que les Britanniques se sont sortis d'un certain nombre de projets, aux grandes dames souvent d'industriels et de milieux stratégiques français qui sont sentis un peu trahis. C'est-à-dire, c'est un peu les deux lieux communs quand même de milieux stratégiques français. Il y a ceux qui trouvent que les Allemands sont pas fiables et ceux qui trouvent que les Britanniques sont un peu traîtres. Et généralement, on évolue entre ces deux coquetteries. Mêmes, hein. mais on idéalise toujours celui avec lequel on bosse pas. Ouais. En fait, on découvre peu à peu en bossant avec l'Allemagne ou avec le Royaume-Uni les défauts qu'ils ont. Et on a nos propres défauts aussi, qu'ils découvrent en même temps que nous. Et puis on idéalise celui avec qui on bosse pas, donc en fait c'est un système de balancier. Moi je considère quand même qu'il y a une différence de fond dont on parlait, c'est quand même qu'il y a une culture stratégique qui est plus proche entre la France et le Royaume-Uni, que pour faire du capacitaire c'est quand même intéressant d'avoir des utilisateurs finaux qui se connaissent, qui savent bosser ensemble, qui ont un peu la même culture stratégique, c'est plus facile. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va être un champ de fleurs. Moi, je pense que ça sera toujours une complexité. Les Britanniques ont aussi leur agenda avec leur allié américain, qui sera toujours un allié absolument majeur et avec lequel il faudra toujours compter. Donc, c'est pas parce que on arrive à pas grand-chose avec les Allemands qu'il faut tout mettre du côté britannique. Je pense que les erreurs, c'est de mettre tous ces deux dans le même panier. En fait, l'idéal, ça serait de faire vraiment des choses peut-être plus modeste et en bilatéral, de les tester, de voir comment ça marche, et après d'approfondir. Plutôt que de voir lancer le SCAF, un programme à 80-100 milliards d'euros, ça serait peut-être plus intelligent de voir ce qui peut marcher. Et même avec les Allemands, l'escadron d'avions de transport à Évreux, j'ai l'impression que ça marche pas trop mal. Voilà. Bon, certes, c'est avec des avions C-130 américains, c'est peut-être pour ça que ça marche bien avec les Allemands, mais en tout cas, c'est quelque chose d'une amplitude modeste, mais qui prouve qu'on peut faire des choses avec les Allemands qui sont intéressantes. Peut-être pas de la taille qu'on rêverait qu'elles soient. Voilà. C'est vrai que dans le domaine capacitaire, en tout cas, il y a un point commun entre Allemands et Britanniques dans les partenaires, c'est la question de la place des États-Unis. D'une certaine manière, avec tout partenaire européen, on aura cette question plus ou moins inévitable du rôle du capacitaire américain dans le système, quoi, dans l'arsenal, dans le dispositif, et ça c'est quelque chose sur lequel la France doit travailler sous une forme ou une autre, parce qu'elle le rencontrera à tous les niveaux. Alors là, il y a les œufs dans le panier allemand, il y a les œufs dans le panier britannique, et s'il nous reste des œufs, il faut savoir dans quel panier les mettre. Alors pour ça, il y a une sorte de bloc, en tout cas d'un certain nombre de pays avec lesquels les affinités sont anciennes mais de plus en plus travaillées. C'est les pays méditerranéens de l'UE, donc l'Espagne, l'Italie, où il y a des partenariats de longue date, et puis la Grèce, où ça marche très fort, on leur vend beaucoup de choses, notamment beaucoup de frégates, de FDI, etc. Et puis c'est vu quand même comme une porte d'entrée pour faire encore plus de choses à terme, des Rafales aussi. Voilà, en quelque sorte, sur ces alternatives aux deux grands partenaires classiques, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on pense de ces trois alliés européens-là et de comment ils se placent ? Sur la Grèce, c'est un cas très intéressant, la Grèce. Moi, je pense pourquoi ça marche. D'abord parce que c'est deux armées d'emploi. La Grèce se prépare à une guerre avec la Turquie. Voilà. Donc en fait, ils ont besoin d'équipements qui marchent. C'est pas des équipements pour faire joli et faire des ronds dans l'eau en Méditerranée. Ils doivent se préparer à, si jamais la Turquie les embête sur telle ou telle île Méditerranée orientale, ils doivent se préparer. Il y en a un petit paquet. Donc. Voilà, il y en a un petit paquet. Donc il y a une autre chose qui fait que le partenariat stratégique marche. Alors je regardais, il a été signé en 2021. C'est qu'au-delà de l'aspect capacitaire, il y a une clause de défense mutuelle, il y a une espèce d'équivalent de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire, si la Grèce se fait attaquer par un autre pays, la France doit intervenir. C'est clause qui avait été
explicitement critiqué d'ailleurs par beaucoup de pays européens, dont l'Allemagne, qui estimait qu'on dévalorisait l'article 5 de l'OTAN en incluant ce type de clause dans des accords bilatéraux. Oui, mais on peut rappeler que la Turquie, les 3 pays étant dans l'OTAN, le jour où la Turquie attaque la Grèce dans l'OTAN, il y aura une petite ambiance à Bruxelles au siège de l'OTAN. Vérité inconfortable. C'est vrai, c'est une dystopie qui ne pourrait ne pas forcément l'être si longtemps. Non, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi eu une grande confiance personnelle entre les ministres des armées respectifs, entre Sébastien Lecornu et son homologue Dendias. Quand on les voit, vraiment, il y a une unicité de discours. Et puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la Grèce ayant acheté beaucoup d'armements d'origine française, les Rafales, les frégates FDI, la coopération va être beaucoup plus facile entre la marine, l'armée de l'air française et grecque. Donc effectivement, la Grèce, c'est typique d'un partenariat stratégique qui marche. Alors d'aucuns diront, vous dites que c'est parce que ça marche parce qu'ils vous achètent de l'armement. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que sur les exercices aussi, ça marche très bien. Sur la nature des achats ou de l'export, ça c'est un point sur lequel on a souvent, en France, dit finalement, on a une BITD française qui est addicte au grand export, c'est-à-dire des exportations sans transfert de technologie, sans offset, compensation, production locale, etc. Et finalement, c'est le modèle iconique, c'était les pays du Golfe, qui achetaient cash. Et donc finalement, ça convenait bien à une BITD française qui avait un carnet de commandes pas forcément hyper rempli, ou en tout cas qu'elle faisait durer, qui n'était pas très internationalisé dans sa chaîne de valeur, et qu'on ratait souvent la coopération avec les grands Allemands, Britanniques ou même Italiens, parce qu'ils avaient chacun des tissus industriels complexes. Et donc, est-ce que vous mettriez la Grèce dans cette logique grand export? Finalement, ils achètent parce qu'ils ont une grosse dépense de défense, ils achètent et nous, ça nous convient bien, ou est-ce que dans ce partenariat stratégique, il y a vraiment la création de filiales locales, avec de la main-d'œuvre grecque, du partage de savoir-faire, et la création d'un partenariat qui est autre chose que de l'export? Alors, ça, je pense qu'à terme, ça va être le cas, notamment pour les frégates. On voit que Naval Group est en train de monter en puissance avec des chantiers navals locaux qui vont faire des morceaux, des frégates de défense d'intervention. C'est quelque chose qui prend du temps. En fait, je pense que si la France a réussi à se placer aussi bien en Grèce, c'est qu'elle a su profiter. C'était un peu comme avec l'Égypte, le Rafale. C'est des États qui étaient pressés d'avoir des équipements. Et d'habitude, quand on est pressé, la France répond pas forcément OK, c'est plutôt les Américains, parce que la France dit je sers d'abord mon client français, et puis j'ai pas de stock, parce que je suis une puissance moyenne, j'ai pas forcément vocation à avoir des Rafales d'avance ou des frégates d'avance. Là, la France a fait des gros efforts. On se souvient donc qu'il y a eu des Rafales d'occasion. Donc on prend dans la dotation de l'armée de l'air pour donner aux Grecs. C'est pas non plus anodin en termes, quand on voit le format de l'armée de l'air qui est historiquement bas, c'est pas anodin de faire ça. Et en 21-22, le nombre de Rafales de l'armée de l'air a baissé. Et ça s'expliquait notamment du fait des livraisons à la Grèce. On l'a fait en plus avec la Croatie après. Et puis pour la FDI, c'était différent. C'est-à-dire que des créneaux de livraison qui étaient prévus pour la Marine nationale ont été donnés à la Grèce. Oui, ils ont changé l'ordre. Je pourrais être allé il n'y a pas longtemps au chantier à Lorient. C'est frappant. On a gardé quand même la tête de série, l'amiral Renard, qui va bientôt, j'espère, être admise au service actif. Mais ensuite, 2, 3, 4, je crois que c'est pour les Grecs. Et ensuite, 5, 6, c'est pour amiral Lozo et le dernier mot bleu, j'ai oublié le nom, c'est à nouveau pour la France. Mais ça veut dire qu'il y aura pendant un certain temps, l'amiral Renard sera la seule FDI française, alors que les suivantes, elles vont partir pour la Grèce. Absolument. Et je pense que le retour d'expérience de la réussite du partenariat stratégique grec, elle est aussi là. C'est de dire que quand la France est capable de se faire un petit peu mal pour livrer aussi vite, voire plus vite que pour livrer les Américains ou d'autres concurrents comme les Sud-Coréens, par exemple. Les Américains, il ne faut pas trop leur commander des frégates en ce moment, parce qu'ils ont des chantiers navals, ils ont une insuffisance. Il ne faut rien leur demander. En termes navals, non, mais parce qu'on peut le dire, c'est le grand fait, mais qui explique qu'il y a aussi des très belles perspectives pour Naval Group, pour plein de clients. C'est qu'on sait que les États-Unis veulent remonter en puissance, ils sont censés par ailleurs servir l'Australie, et il y a une insuffisance de chantiers navals complètement manifeste, et donc ils vont être en galère pendant très longtemps, et donc il y a un créneau,
Et puis il y avait un problème aussi dans l'offre américaine qui était qu'ils proposaient un bateau dont j'ai oublié le nom, aux Grecs, qui commençait à mettre au rebut au bout de 5 ans dans leur propre marine. Donc en fait il y a un petit problème. Les Grecs disaient si c'est un bon bateau, pourquoi vous le mettez au rebut après 5 ans seulement de service actif? LCS, non. C'est ça, LCS. Ouais. Donc voilà. Mais la France a été assez maligne et c'est vrai que... Combat ship, littoral combat ship. C'est vrai que ça, en fait, ça donne quelques indications. Alors après... la question était sur les autres pays méditerranéens. Ouais, l'Italie et l'Espagne. Alors l'Espagne, je vais aller très vite parce que moi, l'Espagne, des partenariats industriels avec l'Espagne, j'en vois pas trop, en dehors de ceux qui sont faits de façon plus large. Eurodrone, SCAF, etc. Ils sont dans le Tigre aussi, non? Oui, ils étaient dans le Tigre Mark III, mais comme les Français veulent plus financer le Mark III, donc finalement, est-ce qu'ils sont encore dans le Mark 2.1 qu'on évoquait un peu plus tôt? Je suis pas persuadé. Il y avait une tentative de coopération, c'était sur les sous-marins. Les Scorpènes, au départ, il y avait une grosse participation espagnole. Donc les Scorpènes sont les sous-marins à propulsion conventionnelle proposés par Naval Group. Absolument. Et donc au départ, le chantier naval espagnol, Navantia, était partenaire de Naval Group, qui était, à l'époque s'appelait DCNS, sur les Scorpènes. Ce qui s'est passé, c'est que Navantia s'est retiré. Il y a eu une procédure judiciaire sur est-ce qu'ils avaient piqué les plans ou pas du Scorpène, donc qui s'est terminée quelques années plus tard. Et puis finalement, que la coopération, c'est aussi ça. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû souligner. C'est-à-dire que pour beaucoup d'acteurs industriels, coopérer avec une autre industrie qui est potentiellement son concurrent dans d'autres segments, ça veut dire aussi perdre des avantages ou en tout cas se faire récupérer ou diffuser des savoir-faire, des technos qui étaient considérés comme exclusifs. Et une bonne partie des tensions entre Dassault et Airbus Germany sur le SCAF aujourd'hui, Airbus Germany qui fait l'Eurofighter, Dassault qui fait encore le Rafale, deux avions encore en ligne de production, où chacun cherche à moderniser les tranches les plus récentes, et ça veut dire aussi des choses qui circulent, de l'espionnage industriel à l'intérieur d'une JV ou d'une coopération. Et puis finalement, les Espagnols ils ont terminé le travail sur leur propre sous-marin entre guillemets indigène avec les Américains. Voilà, et ils l'ont terminé il y a 1 an ou 2. Voilà. Donc c'est vrai que l'Espagne, il n'y a pas eu grand-chose en bilatéral, honnêtement. En plus, c'est un budget de défense qui est quand même plus limité que, par exemple, l'Italie, dont on va parler. L'Italie, il y a eu aussi des tentatives. Il y a eu des tentatives beaucoup dans le naval. Les FREMM. Les FREMM, voilà, les frégates Horizon. Il y a une tentative de rapprochement entre les deux champions, Naval Group côté français, Fincantieri côté italien. On a créé une JV, une co-entreprise qui s'appelle Naviris, qui est basée à Gênes, je crois, de mémoire. Bon, le machin sonne un peu creux, quoi. Hein. Ils ont mis quelques contrats d'études pour la rénovation à mi-vie des frégates Horizon de défense aérienne, donc Chevalier Paul et Forbin en France. Et puis quelques études très amont sur la future corvette européenne, si un jour elle existe. Sur le reste, Naval Group et Fincantieri sont les pires concurrents. Enfin, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Bon, Dassault et Airbus, c'est extrême, mais Naval Group et Fincantieri, ils sont quand même sur exactement les mêmes créneaux et pour proposer aux mêmes clients. Donc, bon. Voilà, donc sur le naval, c'était un peu décevant. Il y a quand même quelque chose qui marche, c'est sur la défense aérienne. Le SAMP, ça marche. C'est MBDA, donc le missile européen Thales. Ça marche, en fait, ça marche. Bon, alors ça marche pas encore très fort à l'export, mais là, il se dit que la Belgique pourrait acheter du SAMP, ça serait une première référence. Peut-être que ça va faire un effet rafale. Et ça, c'est des systèmes de défense anti-aérienne. De moyenne portée, voilà. Équivalent Patriot. Absolument. Voilà. Absolument. Meilleur, vous diront les industriels. Je suis sûr qu'ils le diront là-dessus. Et puis l'Italie a donné un gage aussi en rejoignant le programme donc, de futurs missiles franco-britanniques, FMAN FMC, donc futurs missiles de croisière et futurs missiles anti-navires. Ils vont officialiser ça cette année très probablement, donc on voit qu'ils ont quand même envie de faire des choses. Après, le côté négatif de l'histoire, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Safran a racheté une partie de l'industriel américain Collins Aerospace, il y a quelques mois, le gouvernement italien s'est opposé à ce que Safran rachète la partie italienne de cet ensemble-là. C'est monté très haut dans les tours, le patron de Safran, Olivier Andriès, a fait des sorties assez rugueuses, voilà.
Finalement, ils se sont entendus avec Mélanie, mais on voyait bien qu'il y avait quand même une méfiance mutuelle. Voilà. Ce qui était d'ailleurs un peu le retour du berger à la bergère après l'annulation par la France du rachat de STX et de Saint-Nazaire. Ouais, des chantiers de l'Atlantique, absolument. Les chantiers de l'Atlantique qui restent très largement remis en avant à chaque fois qu'on discute avec des Italiens en disant vous l'avez promis, vous l'avez pas fait, vous n'avez pas laissé les chantiers. Exactement, vous n'avez pas laissé de consolidation européenne sur ces aspects chantier naval civil pour le coup. Et donc finalement, là encore, en France, on garde rancune, mais on a aussi régulièrement provoqué la colère. C'est évident. Et puis, il y a eu un troisième exemple dans le terrestre récent. Donc, on cherchait à faire rentrer l'Italie dans le programme de chars du futur, franco-allemand, MGCS. Histoire de simplifier un peu la chose. Voilà. Mais bon, c'est vrai que Leonardo, c'est un champion, c'est un peu le Thales italien. C'est un groupe extrêmement compétent, qui est de la taille de Thales, qui exporte énormément. Donc, qui fait des équipements électroniques. Électroniques notamment. Leonardo a discuté avec donc l'Airbus des blindés KNDS. Ça s'est pas fait. 10 jours plus tard, ils convolaient avec Rheinmetall, l'allemand. Donc, on voit bien que vis-à-vis de la France, l'Italie a toujours quand même une espèce de méfiance. Ça marche quand on fait du SAMT, qui est quelque chose, voilà. Quand on est dans NBDA, ça marche aussi. Est-ce qu'on pourrait lancer du bilatéral qui marche vraiment ? L'exemple naval semble prouver que c'est pas forcément le plus efficace. Voilà. Après, très prosaïquement, on va peut-être pas leur reprocher très longtemps de pas avoir voulu se lancer dans le projet MGCS. C'est pas forcément, enfin, on verra comment ça se termine, mais très empiriquement, ils ont plutôt du flair vu comment c'est en train de tourner en ce moment. Surtout que finalement, ils ne sont pas vraiment rentrés dans le projet MGCS. Ils ont juste négocié avec Rheinmetall d'acheter un char, on va dire, gap filler, qui leur bouche un trou capacitaire. Qui est le Léopard 2 A7. Alors, ça c'était le plan d'origine avec KNDS, mais finalement, comme ils ont lâché KNDS, ils vont prendre vous savez, le nouveau KF-51, le Panther de Rheinmetall. Voilà. Et donc, ils ont négocié un contenu italien extrêmement important, avec une co-entreprise à 50-50, etc. Et Rheinmetall a su probablement lâcher ce que KNDS franco-allemand n'a pas su lâcher. Voilà. Donc moi je pense que en termes d'offset, en termes de respect aussi d'un. Voilà. C'est les retombées qu'il y a pour un pays acheteur. Absolument. Voilà, les emplois locaux, les transferts, les licences, les facilités. Puis c'est vrai que quand vous voyez la croissance incroyable de Rheinmetall, qui a 35% de croissance, donc le géant de l'armement terrestre allemand, face à un KNDS qui est en fait constitué de deux boîtes qui se parlent pas ou peu, qui font très peu d'achats communs, qui ont très peu de fonctions support communes. Est-ce que quand vous êtes un grand industriel et un pays qui compte en Europe, vous n'allez pas du côté de la clarté qui est, Rheinmetall c'est allemand, ça marche, ils faisaient 5 milliards de chiffre d'affaires, ils font 7, l'année prochaine 10, et dans 5 ans, au moins 3 ou 4 ans, ils font 20, voilà. Ou est-ce que vous allez chez KNDS, où il y a 50% État français, 50% une famille allemande dans le capital, où ça va être plus compliqué, où il n'y a pas d'intégration, voilà. Pour faire de la coopération, il faut aussi faire envie. Et maintenant, peut-être pour peut-être une perspective un peu plus rose, en tout cas, vu que c'est pas fait, on peut tout espérer, c'est-à-dire les partenariats stratégiques potentiellement d'avenir, en tout cas ce qu'on essaye de développer, notamment à la lumière de l'invasion russe de l'Ukraine, donc un certain nombre de pays sur le flanc est et au nord qui se bougent, pour le dire clairement. Peut-être pour commencer par les pays du flanc est. Alors je sais pas, Elie, vous avez fait une note de l'IFRI, enfin une étude pour laquelle dont on avait fait un épisode d'ailleurs, de la défense du flanc est de l'Europe. Donc ces pays, donc Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, c'est encore tout un débat, Roumanie, etc. Voilà, comment est-ce que ça se présente, ces pays-là, comme potentialité pour la France de nouer des relations nouvelles ? Pays qui historiquement achetaient évidemment beaucoup américains, beaucoup à travers le système des Foreign Military Sales, donc directement au gouvernement américain, pas forcément aux entreprises américaines sous contrat. Et ce qui est très différent. Enfin, c'est un système américain où on achète au gouvernement, le gouvernement américain qui lui-même achète à ses industriels, donc ça simplifie et ça complique par d'autres aspects. Mais en tout cas, la partie acquisition, c'est le gouvernement américain qui le fait, donc ce que vous achetez, c'est clé en main. C'est ça, et qui négocie.
Donc c'est un sujet aussi qu'on n'a pas forcément le savoir-faire de la négociation directe avec les industriels, des passations de marché, etc. Donc grosse culture chez ces pays-là d'achat sur étagère américain, et dans le tissu industriel, quand même grosse présence allemande d'une arrière-cour. On parlait de la Hongrie, Rheinmetall qui développe ses usines, Roumanie, République tchèque. Historiquement, c'est un endroit sur lequel l'industrie allemande, même pas forcément l'industrie de défense d'ailleurs, mais l'industrie allemande, automobile, beaucoup, a quand même énormément investi et a une présence forte. Donc c'est sûr que c'est un espace, on va dire, est-européen sur lequel la France n'arrivait pas loin s'en faut en terrain conquis. C'est vrai. Alors, il y a eu aussi des rendez-vous manqués. Je pense à la Pologne. Moi, je me souviens, en 2016, la Pologne réfléchissait à un achat énorme de Caracal, donc c'est la version militaire du Super Puma, donc Airbus hélicoptère, ex-Eurocopter. Il y avait eu une annulation de la part du client polonais dans des conditions extrêmement rudes, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils appellent Le Drian pour dire on ne prend pas du Caracal, on va prendre du Black Hawk. Hein. C'est comme ça que c'est passé. Hein. Donc le Black Hawk, les Américains, Sikorsky, et donc il y a une rupture de confiance assez majeure entre la France et la Pologne à ce moment-là. Bon, auparavant, il y avait eu la sortie de Chirac, qu'on connaît tous, quand il disait qu'ils avaient perdu une bonne occasion de se taire. Hein. Sur la Pologne, le discours du président Macron, c'était à Bratislava, a marqué les esprits. Il demande d'avoir des actes. Ils ont donné quelques gages, moi je trouve. L'achat des 2 satellites espions à Airbus, c'est quand même des gros machins. Hein. Un satellite, c'est 500 millions en gros. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez marquant. Là, je voyais qu'il y a des rumeurs d'intérêt sur la 400M qui seraient intéressants parce que c'est à la fois la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Ça serait, je pense que ça serait des gages qui montreraient qu'au-delà du discours de Donald Tusk, maintenant il faut muscler l'armement européen, ils y mettent aussi leur investissement et leur écho. Voilà. Sur la Roumanie, c'est marrant parce que j'avais appelé Elie pour avoir son avis sur la question. Sur la Roumanie, on sent qu'il y a une peut rappeler que Elie, vous étiez il n'y a pas si longtemps en voyage de terrain en Roumanie à voir, et Roumanie où il y a des forces françaises prépositionnées. Absolument. Ce qui est, il y a aussi des Américains, il y a aussi toutes sortes de choses, mais c'est pas rien d'avoir des militaires français en rotation permanente. D'ailleurs, Jean Michelin, qui était jusqu'à il y a quelques jours au Consalut, mais voilà, il y a en permanence un bataillon, un GTIA, un groupement tactique. Et puis là, avec l'exercice d'Asia Spring, il va y avoir encore plus de monde. Une brigade qui sera déployée au printemps. On sent qu'il y a une envie des Français de faire quelque chose avec les Roumains. Voilà. Parce que aussi on a dégagé de l'énergie des militaires en quittant en grande partie l'Afrique. Hein, voilà. Donc cette armée, elle aime bien être occupée, et puis c'est vrai que le théâtre est-européen peut être intéressant pour elle, et la Roumanie pourrait être effectivement, et est déjà un espace de déploiement intéressant. La question est de savoir, est-ce que la France est attendue en Roumanie ? Voilà, ça c'est plus compliqué, parce que déjà par rapport à la Pologne, on ne parle pas de la même augmentation des moyens militaires. On ne parle pas de la même estimation de la menace russe. Les Polonais se préparent à une guerre avec la Russie, les Roumains, beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins. Ce que lui disait l'autre fois, c'était que la Roumanie a une culture moins manœuvrière, opérationnelle que la France. Voilà. C'est des gens qui aiment bien rester dans leur base, les exercices, pas trop souvent non plus. Voilà. Et ça, il faut le respecter. Parfois, on a l'impression que la France veut donner des gages pour développer sa présence à l'est de l'Europe, et peut-être va soit trop vite, soit trop fort, et peut un petit peu brusquer, on va dire, des États qui ne sont pas habitués, qui ont leurs habitudes d'achat auprès des Américains. Ils achètent des drones turcs, les Roumains, Baïkar, voilà. Pour eux, c'est pas naturel de bosser avec la France. Voilà. Nous, on a peut-être encore une vision biaisée en pensant qu'ils sont tous francophones et qu'ils nous adorent, etc. Les vieux clichés des années 60, etc. Bon, peut-être pour les septuagénaires, octogénaires, c'est encore le cas, mais j'ai l'impression quand même que chez les jeunes, c'est pas trop le cas. Voilà. Donc, il faut faire, il faut y aller pas à pas. L'avantage de la Pologne, c'est qu'ils y mettent les moyens. Ils augmentent leur budget de défense. Du côté de la Roumanie, moi je me
pose la question. Il faudra voir aussi quel sera le futur président, parce que ça impliquera beaucoup de choses sur la relation de défense franco-roumaine. Je sais que je ne suis pas à me faire des amis en disant ça, mais le dispositif roumain de l'armée de terre, il coûte cher. Il coûte très cher. Français, ouais. La mission Aigle, elle coûte cher. Elle coûte entre 500 millions et 1 milliard quand on doit se déployer par an. Est-ce que la France a vocation à maintenir cet effort dans la durée s'il n'y a pas vraiment un partenariat stratégique extrêmement fort, à la fois opérationnel, capacitaire, etc. Et industriel, Alors, les gens diront, mais vous conditionnez votre soutien militaire aux ventes d'armes. Excusez-moi, mais c'est ce que fait le monde entier. Bon, peut-être pas les Sud-Coréens qui vont pas intervenir en Pologne si jamais la Russie les envahit, mais les Américains, c'est quand même la base du contrat. Hein, quand on signe un contrat. Et juste pour rester une seconde, je ne sais pas si vous voulez parler de la Hongrie et de la République tchèque, mais en tout cas, sur la Pologne, il y a quand même cet horizon, cet espoir de beaucoup de gens, de l'idée qu'il y aurait un truc à faire parce que c'est très complémentaire. C'est-à-dire, les Polonais, on est bien placés on le voit, ils achètent des centaines, voire des milliers de chars, ils achètent des centaines de lance-roquettes, autant de trucs qui ne sont pas particulièrement pléthoriques dans l'ordre de bataille français. En revanche, nous, on a des avions, on a des sous-marins, on a des frégates, on a des trains, avec l'idée que l'un plus l'autre, si on s'entendait bien, ça ferait quand même des chocs à pic et il y aurait l'espèce de complémentarité européenne dont on rêve depuis des décennies et qui s'est jamais trop concrétisée, quoi. Sur le plan opérationnel, mais pas forcément aujourd'hui dans le paysage industriel, c'est pas forcément évident, quoi. Le problème, c'est que si on veut prendre des chars aux Polonais, on devra prendre les K2 sud-coréens qui vont assembler sur place. Ou alors des Abrams. Oui, mais... le racheter à eux, si on les... Ouais. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire que... Et puis, si on oublie, nous, un peu les chars, et que si on pense à l'adversaire potentiel russe, on compte sur les chars polonais, par contre, nous, nos missiles, nos avions, etc., et travailler l'interopérabilité spécifique avec cet allié-là, qui met du pognon sur la table, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'un certain nombre de gens réfléchissent en voyant ce qui se passe dans les budgets de défense polonais. C'est vrai que ça sera une armée de terre extrêmement puissante si elle tient ses... Première armée de terre d'Europe. Première armée de terre d'Europe, même si probablement ils n'iront pas au bout de toutes leurs annonces, notamment avec les Sud-Coréens. C'était un accord cadre, donc il n'a pas forcément vocation à être appliqué jusqu'au bout. Parce que je pense que si à un moment Donald Tusk doit choisir entre les commandes passées aux États-Unis et les commandes passées en Corée du Sud, quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que... c'est pas forcément, en tout cas, le sens de ce qu'ils ont pris aujourd'hui. Le sujet n'est pas la Pologne, il y a une note d'Olifri qui arrive sur ce sujet-là. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que sur le plan industriel, l'investissement, il est fait avec les Coréens sur le plan des offsets, justement, des transferts de techno, plus qu'avec les Américains, parce qu'il y a aussi des inquiétudes sur le transatlantique. Mais il y a un truc à faire, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que sur les sous-marins, il y a un truc à jouer pour le Naval Group, hein. Ça ne sera pas forcément un gros contrat, hein. On parle 1 à 2 dans un premier temps. Là, je crois qu'ils ont un sous-marin de classe Kilo qui, je ne sais pas vraiment s'il plonge ou pas. La question n'est pas est-ce qu'il plonge, c'est est-ce qu'il remonte. Est-ce qu'il remonte, voilà. Non, mais là, Naval Group a ses chances. C'est vrai que historiquement, c'est plutôt une zone d'influence allemande, hein, comme Alexandre le disait. Moi j'ai vu des Polonais qui étaient très intéressés par le Skorpen, pas forcément par l'équivalent de ce qu'ont pris les Pays-Bas, qui est quand même un gros engin, mais un Skorpen leur suffirait. Ça pourrait être une autre coopération possible. Mais effectivement, j'y avais même pas pensé. C'est vous dire à quel point c'est la mentalité française. Effectivement, s'ils nous achètent des trucs, nous, qu'est-ce qu'on leur achète ? Et c'est tellement pas dans notre mentalité que je n'y ai même pas pensé de qu'est-ce que nous, on achèterait aux Polonais, histoire d'équilibrer un peu la relation. Ils ont des obusiers qui sont pas mauvais. Le problème, c'est qu'ils en font pas forcément la meilleure publicité, puisqu'ils prennent beaucoup d'obusiers extérieurs, en fait. Et puis encore une fois, avec un carnet de commandes qui est tellement pléthorique, quand on compare au carnet de commandes français pour la France, en fait, celui qui commande le plus, c'est celui qui décide. Et nous, on n'a pas l'habitude. Voilà, on commande des toutes petites quantités à nos industriels. C'est aussi pour ça que le tissu est aussi anémié d'une certaine manière. Et on sent je dirais pas le malaise, mais en tout cas la surprise française quand ils voient des carnets de commandes du type polonais où concrètement il y a un A2-0 de plus sur les quantités commandées. Et donc là évidemment la relation, la priorité dans les livraisons,
la nature du tissu industriel qui soutient ce type de commande, ça change radicalement les choses. Et donc là, on n'est pas encore passé à cette échelle-là. Et puis c'est vrai que c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on pourrait acheter aux Polonais je dis des obusiers, éventuellement. Mais c'est vrai qu'ils ont... on a un César qui fonctionne bien, qui exporte en plus, y compris dans la région d'ailleurs, Lituanie, Estonie, donc on va pas parler des Baltes, mais... C'est ça le problème quand on est autosuffisant, c'est qu'on se fait beaucoup moins de copains aussi potentiellement quand il s'agit d'acheter. C'est les spécificités françaises de cette BITD à peu près complète, qui finalement... est faite au départ pour pouvoir vivre en autonomie, en autosuffisance, et donc minimise autant que possible l'importation. Et donc il n'y a pas cette logique de troc. À l'inverse, on arrive à le faire avec d'autres pays. Alors c'est pas les pays est européens qu'on était en train d'évoquer, mais je prends un exemple, la Suède. La Suède a des choses intéressantes pour nous, qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait plus. Les missiles anti-chars NLAW qui ont été commandés par l'armée de terre, c'est pas quelque chose qu'on faisait. Un MBD avait un peu lâché le créneau. Traditionnellement les Mistral, qui étaient des missiles... Ouais, ou même les Milan et le MMP, qui est un missile haut de gamme, on va dire. Mais c'est vrai que pour faire le bas du spectre anti-char, le MMP était un peu une Ferrari pour faire du tracteur, et donc le NLAW couvrait bien ce bas du spectre. Et puis il y a l'avion radar GlobalEye de Saab qui pourrait remplacer les AWACS français. C'est très avancé en termes de négociation. Là, on voit qu'on peut avoir un troc, puisque les Suédois sont OK pour prendre du MMP pour la tranche haute de leur missile anti-char. Là, on voit qu'il y a un troc qui est possible. On voit qu'il y a un troc qui est possible aussi avec la Belgique. Camo, tout le monde disait la France a beaucoup vendu à la Belgique, c'est vrai, donc on a vendu tous les blindés du programme Scorpion, des Césars aussi, peut-être des SAMP-T bientôt sur la défense aérienne, mais là on est en train de se rendre compte que le troc est en train de se mettre en place, puisque les Français achètent pas mal de munitions et d'armements à FN Herstal, qui est quand même un armurier de premier rang mondial, qui a quelques dizaines de kilomètres de la frontière française. Voilà. FN Herstal, John Cockerill Defense rachète Arcus avec la bénédiction. Donc John Cockerill, c'est un groupe belge, mais possédé par Bernard Serin, qui est un homme d'affaires français, président du MCMS par ailleurs, qui rachète Arcus, anciennement Renault Trucks, racheté par Volvo entre-temps. Mais bref, ce groupe qui est traditionnellement celui qui fait la motorisation notamment des gros blindés français, des blindés français, était Volvo et maintenant est racheté par John Cockerill, donc un groupe belge. Donc la France va concrètement acheter ses moteurs aux Belges. Et puis produit en France par une filiale qui restera française. Et la France est aussi en train de d'essayer de relancer sa filière de munitions de petit calibre avec FN Herstal, qui vient de racheter, on l'a pas trop vu, mais un groupe français qui s'appelle Sophisport, qui fait des munitions de chasse, et sur lesquelles FN Herstal pourrait s'appuyer pour créer à nouveau cette usine qui nous manque de munitions de petit calibre pour l'armée française. Donc on voit qu'on leur achète des choses, ils nous achètent des choses, il y a un troc qui commence à être intéressant. Et il va faire en quel calibre ? Ça sera la prochaine guerre des calibres sur lesquels malheureusement je suis pas sûr qu'on soit vraiment en première ligne pour l'imposer. C'est une blague parce que je peux dire, c'est un truc dont on avait traité très rapidement avec Olivier Schmitt, puisque ça s'est posé déjà dans les années 90 je crois, mais là en fait, les armées américaines vont changer de calibre et du coup va se poser la question, puisqu'ils ont un pouvoir normatif à l'échelle de l'OTAN, ils ont consulté personne, mais est-ce que tout le monde va les suivre pour leur fusil d'assaut. Pour leur fusil d'assaut. Et la question, c'est est-ce que tout le monde va les suivre ou est-ce qu'ils vont rester tout seuls ? Et ça va être une grande question pour ceux qui s'intéressent à l'univers du petit calibre, mais c'est-à-dire tous les fantassins, notamment. Mais ça va être une grande question des décennies à venir. Donc sur les pays nordiques, on a dit un mot de la Suède. Est-ce que c'est quelque chose de plus généralisable, puisqu'on peut mentionner que donc Suède et Finlande viennent d'entrer dans l'OTAN par ailleurs, donc ça peut faire des convergences. La Norvège y était déjà évidemment. Voilà. Est-ce que ça va faire un bloc ou est-ce que c'est à voir, quoi ? Ce qui est intéressant avec la Suède, c'est que
Sur la façon dont ils pensent la défense, on n'est pas si éloigné avec la France. Ils ont des maîtres d'œuvre forts, historiquement Saab est fort, à la fois sur l'avion de combat, donc Gripen. Historiquement, ils faisaient aussi des sous-marins avant d'être achetés par les Allemands, puis revendus, etc. Donc c'est des gens qui savent gérer des programmes complexes, des gens qui savent faire un avion de combat avec un bureau d'études capable de le faire, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Donc, ils sont par ailleurs en pointe, on a fait une émission il n'y a pas longtemps, mais sur les camouflages. C'est vrai. Qui sont des technos, en fait, maintenant très haut du spectre, qui vont être capables de vendre un peu à tout le monde, donc c'est aussi très intéressant. Ils font des engins chenilles extrêmement intéressants, nous sommes assez dépourvus. Et puis, en fait, ça s'est bien passé, historiquement, quand vous regardez le programme de démonstrateur de drones de combat Neuron, vous demandez à Dassault, ils gardent un très très bon souvenir de la coopération avec Saab. Ils disent que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui tiennent ce qu'ils disent, etc. Donc moi je trouve qu'avec la Suède, il y a des choses à faire. Un partenariat stratégique qui a été signé en 2024 au moment de la visite d'État du président Macron à Stockholm. Effectivement, on sent quelque chose qui bouge là-dessus. Finlande, il y a Patria sur le terrestre, une présence ancienne et avec des questions aussi de partenariat. Et puis on voit des choses frémir aussi avec la Norvège. Une visite du ministre récemment et pas mal de projets qui pourraient se lancer dans le naval. Sur la Norvège, effectivement, l'objectif des Français, c'est d'essayer de placer la FDI pour remplacer la frégate de défense et d'intervention, pour remplacer des bateaux de design espagnol qui les ont un peu déçus. Voilà, ça serait, c'est quelque chose. Les Norvégiens, ils ont de l'argent et puis ils veulent aller assez vite. La ligne de... Vous n'allez pas nous dire qu'ils vont nous passer aussi, après les Grecs qui nous passent devant, il va pas y avoir les Norvégiens aussi. Au bout d'un moment, ça poserait un vrai problème pour la Marine nationale en termes de format. Ouais. Donc je suis pas sûr qu'on puisse refaire le coup grec. Ou pour l'outil industriel, c'est-à-dire est-ce qu'on peut transformer l'outil industriel pour qu'il puisse produire effectivement plus avec 2 lignes de prod. En tout cas, Naval Group dit que l'Orient est calibré pour faire 2 frégates par an. 2 frégates par an, vous faites les 2 françaises, vous avez rapidement des slots. Voilà. Ils n'y sont pas parce qu'ils n'ont pas encore le marché pour le faire, mais c'est possible. Et la Norvège, moi j'étais à Lorient il n'y a pas très longtemps, ils y croient à fond. Donc oui, il y a des choses à faire. Mentionnant que les FDI sont des tellement beaux bateaux que ce serait tout à fait plaisant d'en voir un peu plus sur toutes les mers. Non mais c'est vrai, c'est une vraie très grande réussite, en tout cas semble-t-il. Bon, ce serait bien. Peut-être dernière question pour récapituler, pour dresser des perspectives aussi, c'est évidemment la question Trump. Alors je précise, on enregistre ça fin janvier, donc si ça se trouve il y aura 3 guerres nucléaires d'ici la diffusion dans quelques semaines, mais qu'est-ce que vous sentez, disons, dans le tissu industriel, chez les entreprises de défense européennes, par rapport à toutes les incertitudes qui commencent déjà à arriver? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est en train de se mettre, de se mettre en rang de bataille en se disant, ok, là, ça va être tellement le bordel qu'il n'est pas impossible qu'il faille absorber des commandes, qu'il y ait des commandes qui tombent très vite? Ou est-ce que tout le monde est... ce truc-là, on l'a entendu un paquet de fois depuis des décennies aussi, quoi. Est-ce que tout le monde est encore en train de se dire, ouais, bon, les Américains, ils seront toujours là, etc. Voilà. Est-ce que cet écosystème des industriels de défense que vous connaissez particulièrement bien se disent, ok, là, il faut vraiment être prêt pour ce qui peut tomber, ou est-ce que tout le monde est encore un peu en wait and see? On a survécu à un premier mandat Trump, voilà. Les deux, mon capitaine. Je trouve qu'il y a un mélange de sidération, c'est-à-dire de se dire mon Dieu, il est là, qu'est-ce qu'il va faire? Et du coup, on est sidéré, on bouge pas trop. Moi, je trouve pas que ça bouge énormément. Voilà. Je pense qu'ils attendent de voir un petit peu avant de bouger. Et puis, une volonté de nuancer un peu, parce qu'effectivement, avant Trump 2, il y a eu un Trump 1, que finalement, l'état de l'industrie européenne n'a pas été fondamentalement changé. Voilà. Et donc, peut-être une tentation de dire... on va voir avant de lancer les grandes manœuvres. Voilà. Et puis il y a un autre truc, c'est que moi je pense que l'industrie d'armement européenne, elle est très dépendante des objectifs politiques qui lui sont assignés et que donc elle attend un affichage politique clair à la fois des États membres et de la Commission européenne. Voilà. Et que celui-ci n'étant pas arrivé, je suis pas sûr que ce soit du bottom-up, c'est-à-dire que ça remonte en fait, que l'industrie dise nous on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça.
j'ai l'impression qu'ils attendent quand même de voir la réaction à la fois de la Commission et des États membres. Donc, oui, mais je veux dire, là, il y a un truc de Dassault, est déjà surbooké pendant des années et des années pour les Rafales. On va prendre le dernier truc en date, qui est le Danemark, le Groenland et Trump qui passe des coups de fil très énervés au Danemark en disant on aura le Groenland d'une manière ou d'une autre. Bon, le Danemark, ils ont que des F-30, ils ont que des avions américains, quoi. Est-ce que, je sais pas, chez Dassault, tout le monde est en train de se dire, ok, si on a des commandes, si on a encore plus de commandes sur un outil industriel déjà complètement saturé, on a un plan? Ou est-ce qu'ils sont dans leur niche toujours de nous, tant que le carnet il est plein pour très longtemps, on est content, quoi. Moi, je suis pas sûr que Dassault croit vraiment à un effet Trump sur les commandes de Rafale en Europe. Hein. Déjà, il y a eu tellement de commandes de F-35 que quand même les finances elles sont siphonnées, il faut quand même le dire. Hein. Il n'y a plus beaucoup de capacités financières pour des nouveaux avions de combat, parce que non seulement on achète les F-35, mais après, souvent, ils coûtent plus cher au fur et à mesure des années qui avancent que ce qui avait été promis au départ. Donc je suis pas persuadé que Dassault attende beaucoup de choses, ni du Danemark, ni de la Finlande où ils étaient candidats. Je suis d'accord, moi je vois pas de plan B aujourd'hui en Europe se destiner en alternative à tout ce qui a déjà été acheté aux Américains, notamment des matériels aussi déterminant, structurant pour l'ensemble d'un environnement de système d'armes que l'avion de chasse. En revanche, la question... c'est un peu emmerdant parce que si jamais ça se précipite, ça prend du temps à me faire ça. De toute façon, ça, mais encore une fois, il n'y a pas de plan B. Et de fait, on voit la paralysie des Européens face à ce type d'attitude aujourd'hui de Trump. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a juste aucune hypothèse de résister, en tout cas par la force ou par une forme d'autonomie de système. C'est là aussi où on voit que la bataille de l'autonomie stratégique que la France a menée depuis des années, elle a été perdue pendant des années. Et peut-être que à un horizon de plusieurs décennies, quelque chose d'autre se dessinera, mais c'est long. Non, ma question était plus sur la question finalement capitalistique. On a vu qu'on a eu dans les années 90 la création de quelques géants, Airbus évidemment, des choses qui ont MBDA à son niveau dans le segment missilier. Est-ce que vous voyez finalement aujourd'hui la possibilité, parce qu'on sent bien que tant qu'on a cette fragmentation du paysage industriel européen avec une vraie... Et tant qu'on n'a pas une vraie stratégie capitalistique de dire il y a quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'argent et qui va acheter d'une certaine manière tous les acteurs d'un segment en disant de la vraie acquisition, pas des JV sur un projet où en même temps on est en concurrence sur un autre, parce qu'on voit bien que finalement c'est tout ça qui crée ce renchérissement, ces délais, ce malaise permanent de la coopération européenne. Est-ce que vous voyez cette hypothèse-là, finalement, et est-ce qu'il y a une autre manière d'en sortir qu'à un moment ou un autre, d'en passer par une vraie conception capitaliste de la BITD européenne? Moi, je pense que sur le capitalistique, il y a une grande méfiance au moment de relancer les grandes manœuvres qu'on a vues dans les années 2000, création de ADS, avant ça, dans les années 90, création d'Eurocopter, puis MBDA, etc. Il y a eu cette phase dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission, où on y croyait. Voilà. Là, maintenant, on le voit aussi dans le spatial, il y a une grande méfiance. C'est-à-dire que c'est presque l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on veut garder sur le sol national une garantie de souveraineté qui fait que la dilution capitalistique, on s'en méfie beaucoup. Donc, il y a une occasion ratée, c'était KNDS, donc franco-allemand, avec Leonardo. Ça s'est pas fait. Moi, je pense que s'il y a un consolidateur favori, c'est plutôt Rheinmetall, parce que Rheinmetall est en bourse, a beaucoup d'argent, est en grosse croissance, un patron, Armin Paperger, qui est extrêmement agressif sur sa stratégie. Ils sont extrêmement clairs sur le fait qu'ils veulent grossir et doubler de taille d'ici 2-3 ans. Donc voilà. Sur le naval, par exemple, ça sera beaucoup plus compliqué, parce que quand vous regardez l'Orient, par exemple, l'Orient pour les frégates,
Si vous fusionnez avec Fincantieri, qu'est-ce que vous faites des chantiers navals qui vont se recouper sur les sous-marins? En même temps, on vient d'expliquer aussi qu'il y a un outil de production qui est saturé et qui n'est pas capable de répondre à une demande rapide. Ouais, mais là, si vous faites ça, vous perdez les économies d'échelle. C'est-à-dire le côté de faire en série à l'Orient. C'est ça. Moi, je l'ai vu, hein, les frégates, elles sortent. Ouais. Elles prennent des places successives dans le Scorf au fur et à mesure qui est la rivière, au fur et à mesure qu'elles sont complétées. Enfin, on comprend pourquoi ça marche bien, parce qu'il y a quand même une mini mise en série. Si on fait le truc des deux côtés de l'Europe, on va perdre beaucoup de gains de coûts. Et puis Pierre-Éric Pommelet, le patron de Naval Group, on parlait récemment, on lui posait la question, est-ce qu'une consolidation dans le domaine naval est possible? Et il disait très compliqué, parce que la particularité des chantiers navals, c'est que c'est des chantiers en général de centre-ville, avec des bassins d'emploi très importants, c'est-à-dire que si vous fermez le chantier naval ou si vous baissez la voilure, ça va impacter des villes très importantes qui souvent en sont dépendantes, et donc en fait les États ne veulent pas ça. Si vous rapprochez par exemple les activités sous-marins de Cherbourg et de Kiel, donc TKMS, le champion allemand des sous-marins, il faudra forcément baisser le pavillon d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, en fait, tout ça fait que le capitalistique, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une période qui soit favorable. C'est Olivier Andriès, le patron de Safran, qui disait aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire EADS ou MBDA ou Eurocopter. On ne pourrait pas le refaire parce que la confiance entre les pays européens n'est plus la même qu'à l'époque de Schröder, Jospin, etc. Et puis parce qu'on l'a fait déjà une fois, ce que vous disiez au début, sur le tissu cicatriciel. On l'a fait, donc on sait ce que ça fait. Voilà. Alors, il y a l'argument inverse, c'est de dire, mais regardez, Airbus, ça marche, regardez, il faut faire des Airbus, J'ai fait un papier il n'y a pas longtemps pour dire pourquoi on ne fait pas plus d'Airbus. Parce qu'Airbus, ça a mis quand même 30-40 ans à marcher. Qu'il y a encore, quand je suis arrivé en 2008 sur ce secteur, les Allemands et les Français se tapaient dessus dans l'usine de Toulouse sur la 380. Donc en fait, la coopération industrielle, c'est compliqué de base. Et donc quand il n'y a pas le substrat favorable, et ce substrat c'est la confiance réciproque entre les pays et la volonté d'accepter de perdre un peu de souveraineté au nom de l'efficacité, vous n'y arrivez pas. Et moi je ne pense pas qu'on est dans une ambiance comme ça. Peut-être pour finir... Modulo Trump. Et peut-être pour finir l'autre angle du problème qui est du coup l'achat, dire bon bah là on voit maintenant des Européens et revenir finalement sur le point de départ de l'émission qui était l'Union Européenne, qui était pas l'acteur privilégié. Là aujourd'hui on évoque de l'argent européen, donc pour acheter des programmes communs. Bon, il y a le projet EDIP. Donc comment là vous voyez les prochaines étapes à regarder et le potentiel. C'est hyper intéressant parce que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, son retour à la Maison-Blanche, arrive au moment même où on est en train de négocier donc, le fameux projet de règlement européen EDIP, donc c'est Programme européen pour l'industrie de défense, qui est une espèce d'immense boîte à outils extrêmement technocratique, avec beaucoup d'acronymes extrêmement abscons. Moi, il m'a fallu plusieurs semaines pour comprendre de quoi on parlait. Hein. Ça fait quand même 17 ans que je suis sur le secteur, donc je me dis pour un débutant, ça doit être un peu compliqué. Et on voit que ce projet qui est destiné à favoriser les achats d'armement en Europe fait l'objet d'énormes divisions entre plusieurs camps au sein des États membres. Certains, comme la France, qui disent qu'il faut absolument que les armements que ce fonds soutient, 1,5 milliard, soient vraiment européens, c'est-à-dire fabriqués en Europe par un groupe européen avec une autorité de conception, c'est-à-dire la capacité d'utiliser quand on veut, de modifier quand on veut pour les armées. Et puis de l'autre côté, plein de pays, la Pologne, les Pays-Bas, qui disent attention, il faut être un petit peu plus lâche. Nous, on va peut-être faire des patriotes en Allemagne sous licence. Les Coréens disent attention, moi je vais faire des chars sud-coréens sous licence. Moi je veux qu'ils soient aussi éligibles à ce fonds. Donc on voit que sur ces sujets très techniques, on a du mal à s'entendre. Face à la tornade Trump, quand on voit qu'on a du mal à s'entendre sur ces sujets aussi techniques, penser qu'il puisse y avoir une réaction uniforme et extrêmement résolue, moi je ne vais pas être trop négatif, on va finir par déprimer un peu les auditeurs du collimateur, mais je ne suis pas persuadé que l'Europe soit mûre pour être unie dans sa réponse à Trump. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Lamigeon, sur ces belles paroles.
pleine d'espoir. On change. L'optimisme. Exactement, toujours finir sur une touche optimiste. Merci beaucoup. C'était je peux rappeler que pareil, on peut vous retrouver dans les colonnes de Challenge et que vraiment vos articles font référence en tout cas dans le domaine de l'industrie de défense et de l'économie de défense plus généralement. Merci beaucoup Elie. Merci Alexandre. Merci beaucoup, Merci, à bientôt. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques et commentaires sont bienvenus. Par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcasts ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.